y apportera tout le concours nécessaire. Je l'ai dit au président Sleiman comme au Premier ministre Hariri. Je me réjouis de l'approfondissement que j'aurai à cœur de poursuivre en 2010 de notre relation avec la Syrie, qui a un rôle majeur à jouer pour contribuer à la stabilité et à la paix dans toute la région. Et je souhaite enfin aux Irakiens de poursuivre cette année leur démarche d'apaisement et de renouveau dans la démocratie qui redonnera à leur pays toute sa place au Moyen-Orient. La France est heureuse d'avoir renoué avec l'Irak une coopération multiforme et je remercie Bernard Kouchner du déplacement qu'il avait effectué et qui a permis d'aller dans le sens de ces retrouvailles. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, plus qu'aucun autre pays, l'Irak a été et encore victime du terrorisme. Al-Qaïda, qui a subi de graves revers, cherche à s'étendre de l'Afghanistan au Yémen, du Pakistan au Sahel et jusqu'au cœur de nos démocraties. Nos pays doivent unir leurs efforts face à cette menace. En Afghanistan, mais aussi au Pakistan, nous entrons dans une nouvelle phase de l'action de la communauté internationale. Le 28 janvier se tiendra à Londres une conférence internationale autour du président Karzai, avec Gordon Brown et Angela Merkel. Nous l'avions proposé. Au-delà des engagements qui seront pris, je souhaite qu'à Londres, nous progressions sur 2 points. D'abord sur une approche concertée du transfert progressif aux autorités afghanes des responsabilités de sécurité dans les provinces et les districts dès lors que la stabilité y est satisfaisante, qu'on ne se méprenne pas. Cette transition que nous avons déjà effectuée dans la région de Kaboul ne sera ni un retrait ni un abandon. La France restera engagée aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que les Afghans le souhaiteront. Mais lorsque les alliés et les Afghans ont réussi, il faut en tirer les conséquences et concentrer nos efforts là où ça reste nécessaire. Ensuite, nous devons nous mettre d'accord sur une réorganisation du dispositif international. Les moyens considérables que nous consacrons à l'Afghanistan devront être employés de manière exemplaire. Le dispositif militaire français de l'ordre de 4 000 hommes est pour l'essentiel concentré dans la province de Kapisa et le district de Surobi. Il y conduit une action de contre-insurrection appuyée sur nos moyens civils dont l'efficacité est reconnue par tous. Nous nous sommes fixés 2 objectifs, stabiliser la zone en 2 ans et accélérer l'information de l'armée et de la police afghane. Et chacun sait que nous n'aurons pas de succès durable en Afghanistan si le terrorisme se développe au Pakistan voisin. Les Pakistanais paient un tribut très lourd au terrorisme. Ils ont engagé un combat courageux contre ce fléau. Je me rendrai au Pakistan cette année pour manifester le soutien de la France à son gouvernement et l'encourager à accentuer la lutte contre tous les groupes terroristes. Alors, au cœur géographique de cet arc de crise qui va de la Méditerranée à l'Indus se trouve l'Iran. Malgré tous nos efforts et l'engagement nouveau des États-Unis, en dépit de nos propositions ambitieuses de coopération, le pouvoir iranien s'enferme dans la voie sans issue de la prolifération et du radicalisme. Il y ajoute aujourd'hui la répression brutale de sa propre population. Malgré les révélations sur un nouveau site nucléaire clandestin, nous avons à nouveau proposé à l'Iran de s'engager sincèrement dans des négociations. Avec l'AEA, nous avons mis des propositions sur la table. Et mesdames et messieurs les ambassadeurs, pour dialoguer, il convient d'être 2. Une fois de plus, il ne s'est rien passé, si ce n'est que pendant le temps de ces rendez-vous de dialogue manqués, l'Iran accroît son stock de matières nucléaires. Le moment est venu pour la communauté internationale de tirer les conclusions de ces mois de vains efforts. Nous devons marquer avec clarté, avec fermeté, que pour nous la perspective d'un Iran doté de l'arme nucléaire est inacceptable. Il y va de la stabilité internationale, il y va de la paix du monde. Le Conseil de sécurité est saisi. Hésiter, tergiverser face à un tel enjeu serait porter
une très lourde responsabilité. La France souhaite que le Conseil adopte des mesures fortes et que l'Union européenne assume elle aussi ses responsabilités, que les choses soient claires. La porte du dialogue avec l'Iran sera toujours ouverte. Et la France, qui a respect et amitié pour le grand peuple iranien, y sera toujours favorable. Le seul objectif des sanctions, c'est de ramener l'Iran de façon crédible à la table des négociations. Voilà pour les vœux du président de la République au corps diplomatique. C'est l'heure maintenant de votre 18h. Bonsoir et bienvenue dans votre 18h du vendredi. Dans l'actualité, 124 immigrés clandestins qui débarquent sur une plage en Corse du Sud. C'est une première sur l'île. Les sans-papiers seraient des Kurdes originaires de Syrie ou d'Irak. Ils sont arrivés cette nuit. Alors que 33 petits Haïtiens en procédure d'adoption doivent arriver ce soir en France, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme contre les abus à l'encontre des enfants et notamment les trafics. 15 enfants auraient disparu des hôpitaux de Port-au-Prince. Et puis les nombreuses réactions politiques après la décision d'Henri Proglio de renoncer à son double salaire de patron d'EDF et de président de Veolia. La majorité se félicite, le PS demande sa démission. Les côtes françaises prises d'assaut par des clandestins, 124 personnes originaires du Proche-Orient, apparemment aidées par des passeurs, ont débarqué la nuit dernière sur une plage de Bonifacio. C'est la première fois que la Corse connaît un tel afflux d'immigrés. Le groupe comprend de nombreuses femmes et 38 enfants. Il s'agirait de Kurdes, Syriens ou Irakiens. Tous ont été transférés dans un gymnase, tandis qu'un important dispositif terrestre et maritime a été mis en place pour s'assurer que d'autres embarcations ne suivent pas. Un bateau suspect a été identifié. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Immigration, Éric Besson. La Marine nationale a regardé un petit peu tous les bateaux qui se sont approchés de la Corse depuis 48 heures et par recoupement successif et début d'indices, un bateau a été considéré comme suspect, à tort ou à raison, je n'accuse pas à ce stade, il est dans les eaux internationales et comme il est le plus proche des eaux italiennes, ce sont les Italiens qui vont aller, ou qui sont en ce moment, je ne sais pas, en train de le contrôler. De nouvelles répliques ont secoué Haïti au petit matin. 10 jours après le séisme qui a ravagé Port-au-Prince, l'aide est dorénavant concentrée sur les blessés plutôt que sur les recherches d'éventuels survivants dans les décombres. Dans le même temps, les procédures d'adoption sont accélérées. 33 petits Haïtiens ont quitté Port-au-Prince ce matin, direction Paris, où ils doivent rejoindre leur famille adoptive. Et dans ce contexte, l'UNICEF affirme que 15 enfants ont disparu des hôpitaux. Bonsoir Bénédicte Jeannereau. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la communication de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Que signifient ces disparitions? Est-ce qu'on peut parler d'un risque de trafic? On sait que dans des situations comme celle qui prévoit en ce moment à Port-au-Prince, qui est caractérisée par une déstructuration de tous les services, par une disparition des différentes autorités, cette situation expose les enfants à différentes formes d'abus. Donc ça peut être des trafics, de l'adoption internationale ou toute autre forme de violence qui sont commises par les enfants. Alors on sait que c'est une situation de chaos depuis 10 jours à Port-au-Prince. Comment avez-vous la certitude que ces enfants ont été enlevés? Alors, pour le moment, on n'a pas de certitude et les chiffres qui ont été annoncés ce matin sont un peu précipités. On n'a pas de données précises. On nous a rapporté des disparitions d'enfants. Après, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des enfants qui ont été effectivement enlevés pour raison d'adoption internationale ou toute autre raison, pour servir, pour travailler ou pour toute autre raison. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, la situation des enfants non accompagnés en Haïti est critique. Ça concerne beaucoup d'enfants qui sont dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux de regroupement, et ce qui justifie tout l'effort de l'UNICEF et des différentes organisations sur place pour accorder une priorité à ces enfants, pour les recenser, les enregistrer, essayer de retrouver leurs familles quand elles sont encore vivantes ou d'essayer de retrouver la trace de proches qui pourraient les prendre en charge. Alors on a tous en tête l'épisode de l'Arche de Zoé qui avait tenté de ramener illégalement 103 enfants du Tchad. Est-ce que vous craignez un tel scénario qui puisse se reproduire en Haïti? Est-ce que c'est possible? Oui, alors c'est vrai que l'Arche de Zoé est l'événement catharsistique de ce genre de choses.
Bon, après, c'était quand même un événement assez exceptionnel, mais encore une fois, on est dans un contexte qui favorise toute forme d'abus contre les enfants. Ce que je voudrais juste dire, pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est que les enfants qui sont arrivés ce matin étaient en fin d'adoption. Leur dossier avait été jugé. Ils ont été dûment identifiés avant de prendre l'avion avec les autorités françaises ce matin. Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire entre les trafics illégaux ou l'adoption illégale et les enfants qui sont arrivés ce matin. Une procédure d'adoption, d'ailleurs, qui est régie par la Convention de La Haye, qui prévoit quelles dispositions précisément pour protéger ces enfants de tels trafics? La Convention de La Haye, que d'ailleurs Haïti n'a pas signé, cadre de manière précise toutes les conditions qui doivent être remplies pour qu'un enfant puisse quitter, un enfant mineur puisse quitter un territoire et puisse être adoptable à l'étranger. Mais même si Haïti n'a pas signé l'adoption, la Convention de La Haye, Haïti a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, qui déjà pose un certain nombre de conditions à l'adoption illégale. Et que risquent les personnes qui éventuellement auraient enlevé ces enfants qui ont disparu? Après, ça dépend de la justice des différents pays, mais c'est un délit, donc de la prison. Je ne sais pas, ça je ne peux pas me prononcer à la place de la justice, mais en tout cas, ça crée un délit caractérisé. Merci beaucoup Bénédicte Jeanneraud d'être venu sur notre plateau. Nicolas Sarkozy a reçu ce matin les familles des 2 journalistes français enlevés en Afghanistan. Une rencontre en toute discrétion dans un contexte de polémique. Le chef de l'État s'était en effet énervé à huis clos contre les 2 reporters de France Télévisions, les accusant d'imprudence coupable. Une loi qui interdit la burqa dans les services publics, y compris dans les transports en commun. C'est ce que devrait préconiser la mission parlementaire sur le voile intégral, en plus d'une résolution parlementaire sans pouvoir contraignant. Les travaux entamés en juillet à l'Assemblée nationale donneront lieu à un rapport mardi, mais les députés socialistes ont annoncé qu'ils ne prendraient pas part au vote de ces conclusions pour protester contre le débat sur l'identité nationale. On appelle ça une double peine. Plus de 300 000 personnes souffrant de cancer, de diabète ou d'un autre risque de santé aggravé ont le plus grand mal à emprunter de l'argent. Et quand ils y parviennent, les contrats font le plus souvent l'objet d'une surprime. Un accord a été conclu en 2007 entre les banques, les compagnies d'assurance et les associations de malades. Mais cette convention arrive à échéance et elle fait l'objet d'une renégociation depuis aujourd'hui au ministère des Finances. Sophie Normand. Difficile d'emprunter de l'argent lorsque les assurances refusent de prendre en charge tout risque de santé aggravé. En garantissant l'examen de leur demande d'assurance de prêt, la convention AERAS devait leur faciliter la vie. Mais 3 ans après son entrée en vigueur, le bilan est mitigé. Un bilan avec des points positifs, plus d'assurance décès qu'auparavant, un mécanisme d'écrêtement, mais paradoxalement sur ces mêmes points, des réalités qui ont été vraiment trop resserrées à certaines situations, une assurance donc qui s'est limitée au décès et très peu à l'invalidité. Or, le but c'était aussi d'élargir à l'invalidité. Un mécanisme d'écrêtement des surprimes qui, de fait, n'a bénéficié qu'à quelques centaines de personnes et qui plus est âgé. La Fédération française des sociétés d'assurance attend la fin des négociations pour s'exprimer, mais juge plutôt satisfaisante la convention actuelle. La Fédération met en avant 96% de demandes d'assurance de prêt à risque qui ont fait l'objet au premier semestre 2009 d'une proposition d'assurance couvrant au moins le risque décès. Problème, parmi ces dossiers, 45% faisaient l'objet d'une surprime. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'à fin février. Près de 10 millions de personnes sont concernées par la convention AERAS. Ils avaient pourtant été relaxés en première instance. 53 faucheurs anti-OGM ont été condamnés en appel à 3 mois de prison avec sursis pour la destruction d'une parcelle de maïs transgénique à Poinville en 2007. La suite du feuilleton Proglio. Veolia a provisionné plus de 13 millions d'euros pour la retraite chapeau de son président. Hier, face à la polémique, Henri Proglio a dû renoncer à son double salaire en tant que patron d'EDF et président de Veolia. La décision saluée par la ministre de l'économie, Christine Lagarde. Mais pour le Parti socialiste, l'affaire est loin d'être réglée. Le problème, c'est la double casquette du PDG d'EDF. Pour Manuel Valls, il doit tout simplement démissionner. Fabrice Cunet. Après 2 jours de critiques, Henri Proglio a donc cédé. Il ne touchera pas sa rémunération de 450 000 € en tant que président du conseil d'administration de Veolia Environnement. La décision de ce proche de Nicolas Sarkozy a été saluée par le gouvernement et ne serait pas imposée par l'Élysée. Henri Proglio est un homme intelligent,
un grand patron et un passionné. Donc il n'est pas autiste, je pense qu'il a entendu tous ceux qui ont pu parler avec lui, il a entendu la polémique et il a pris, je le répète, la bonne décision. Le nouveau patron d'EDF a de quoi se consoler avec plus d'1,5 million de salaire pour ce poste. Mais au-delà des chiffres, c'est sa double casquette qui dérange. Au Sénat, le président de la Commission des finances parle d'une situation incompatible avec une bonne gouvernance d'une entreprise publique. L'opposition, de son côté, évoque un conflit d'intérêts entre l'opérateur privé Veolia et le géant public EDF. Il n'y a quasiment aucun pays où on voit ça, il faut le savoir. Je crois que le seul pays où on voit un tel enchevêtrement entre structures publiques, privées, appareils d'État, personnalités économiques, c'est la Russie de Poutine. À gauche, on réclame la démission d'Henri Proglio d'au moins un de ses 2 postes. Presque un mal pour un bien. En cas de retraite anticipée, il toucherait 13 millions d'euros de Veolia. Voilà, et pour décrypter cette reculade de l'Elysée, la chronique de Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors ce double salaire d'Henri Proglio avait d'abord été catégoriquement rejeté par Christine Lagarde, qui a dû ensuite avaler son chapeau pour le justifier. Et enfin, donc on vient d'entendre ce matin se féliciter que l'intéressé ait choisi d'y renoncer. Voici les différentes interventions de la ministre de l'économie. En qualité de président d'EDF, il n'est pas question de cumul de rémunération. Et les conditions dans lesquelles il a accepté de rejoindre le groupe EDF étaient doubles. C'est dans ces conditions que le conseil d'administration de Veolia a supprimé sa rémunération et lui a alloué une indemnité correspondante à ses fonctions en qualité de président du conseil de surveillance. Alors au final, Stéphane, c'est la première Christine Lagarde qui avait raison, pas de double salaire pour Henri Proglio. Mais alors après l'affaire Jean Sarkozy à l'EHPAD, c'est la deuxième reculade pour le chef de l'État ? Oui, c'est une reculade, mais surtout en termes de communication, c'est tout à fait exemplaire de ce qu'il ne faut pas faire. Une personnalité de la majorité l'a dit, c'est une situation très inconfortable pour un ministre à ce point de se désavouer. Et vous l'avez dit, sa première réaction était finalement la juste, une réaction juste, parce qu'en matière de communication, pour qu'il y ait une cohérence dans l'exécutif, les choses sont assez simples. Il faut qu'il y ait au départ des principes affichés, ensuite des messages énoncés, et puis que ce soit en cohérence avec les conduites des uns et des autres. Là, on a le sentiment que le ministre s'est adapté un tout petit peu à ce qu'était en fait au départ un bargaining entre le président de la République et Henri Proglio, industriel reconnu, pour qui d'ailleurs l'arrivée à EDF répondait aux attentes, y compris des salariés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, effectivement, vous l'avez dit, pression de l'opinion, comme dans l'affaire Jean Sarkozy. D'abord, et moi, évidemment, instrumentalisation de l'opposition de gauche, relayée par le MoDem, et puis couac à l'intérieur de la majorité, avec des interventions sur les principes d'ailleurs du président UMP du Sénat. Et vous l'avez dit, l'affaire n'est pas terminée. Donc ce qui est en cause là, c'est la méthode. Une méthode qui semble s'appuyer sur finalement des sortes de deals donnant-donnant. On savait qu'Henri Proglio voulait rester à Veolia, mais comme les choses ont été faites sur l'essentiel, il faut que ça soit Proglio. Ensuite, n'est-ce pas, le pays, les logiques sont les plus fortes. Et malheureusement, l'exercice risque de ne pas être terminé. On va attendre du président de la République à son émission télévisée qu'il donne une cohérence que sa propre majorité ne voit pas. Il n'est pas certain d'ailleurs que l'exercice qu'il ait choisi de répondre à des successions de questions l'aide forcément à restituer cette cohérence. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même scénario justement en termes de communication que pour l'affaire Jean Sarkozy. D'abord, les ministres avaient tous défendu bec et ongle ce double salaire en disant qu'ils le méritaient. Et puis maintenant, ils se félicitent tous de cette sage décision, sans peur du ridicule. Oui, enfin, c'est là où les choses quand même sont très compliquées, parce que les Français vivent une crise économique. C'est pas seulement la question de la symbolique des rémunérations, c'est le besoin de se dire que le pays est orienté sur les grandes questions comme les questions plus secondaires à partir de principes. Or là, les Français ne voient pas les principes et d'un certain point de vue, Madame Lagarde, Gérard Longuet, le responsable de l'autorité des marchés financiers, Monsieur Jouguier, les exemples étrangers montrent
qu'il y avait un problème dès le départ. Et en fait, c'est dès le départ qu'il aurait dû être tranché sur des questions de principe et du coup permettant ensuite à l'ensemble des ministres et aux entourages présidentiels, c'est leur boulot, effectivement ensuite de faire défense et illustration des positions du président, mais pas sur un bargaining, sur des principes. Merci beaucoup Stéphane. On passe à la chronique parlementaire de Delphine Girard. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Alors cette semaine, c'était le grand retour au Sénat du projet de loi sur le redécoupage électoral. Donc il faut préciser que ce texte avait été catégoriquement rejeté par les sénateurs le 14 décembre dernier à cause d'une erreur de vote d'un sénateur centriste. Donc là, retour à l'Assemblée nationale et retour dans l'hémicycle cette semaine au Sénat. Oui, et ce qui n'aurait dû être qu'une simple formalité, finalement, a duré toute la journée hier. Il faut dire que l'opposition a clairement joué la carte de l'obstruction parlementaire en déposant plus d'une trentaine d'amendements, en multipliant les prises de parole. Mais surtout, ce qui a le plus agacé les sénateurs socialistes et communistes, c'est cette nouvelle petite phrase qui est prononcée à chaque scrutin public. Écoutez. Plus personne ne demande à voter. Chacun a-t-il pu exprimer son vote comme il l'entendait? Pas d'observation. Le scrutin est clos. Chacun a pu exprimer son vote comme il l'entendait. Donc maintenant, on prononce cette phrase depuis l'erreur de vote, à chaque fois. Oui, depuis cette erreur de vote. Et alors c'est cette petite phrase qui a mis le feu aux poudres, car pour éviter donc ce type de bourde qui avait entraîné, vous l'avez dit, le rejet surprise de ce texte, le président de séance a cru bon de prononcer cette petite phrase, ce qui a suscité la colère du sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur. On l'écoute. Cela fait donc 3 fois que j'interviens sur ce même sujet. Je trouve vraiment humiliant que l'on nous déclare chacun a-t-il voté comme il l'entendait. On n'a pas besoin d'être rappelé à l'ordre de cette manière. Donc je crois que c'est important que l'on respecte le libre choix de chacun. Alors Caroline, les rappels au règlement de Jean-Pierre Sueur ont porté leurs fruits. Le président de séance a décidé de lui-même de ne plus prononcer cette phrase pour calmer les esprits. Mais cette petite phrase fera l'objet d'une prochaine conférence des présidents. C'est donc un sujet qui tient à cœur et qui sera donc abordé à l'occasion de la prochaine conférence des présidents. Donc c'est à suivre. On verra s'il continue à la prononcer à chaque fois ou pas. Merci beaucoup Delphine. On passe au débat de ce 18h à propos de Barack Obama qui bride Wall Street. Le président américain a annoncé hier qu'il allait limiter la taille des banques et leur domaine d'activité. Il leur impose notamment de faire une distinction entre banques commerciales et banques d'investissement. Tam Tranui. Formule choc pour mesures fortes. Hier, entouré de son équipe économique, Barack Obama a affirmé sa détermination pour encadrer l'activité de Wall Street. Nous avons traversé une crise terrible. Les Américains ont payé le prix fort. Nous ne pouvons pas simplement refaire du business comme avant. C'est pourquoi nous devons nous assurer que Wall Street rembourse les Américains. Au cœur de son dispositif, 2 mesures phares. La première, empêcher les banques de spéculer, c'est-à-dire de jouer en bourse pour leur propre compte. La deuxième, limiter la taille des établissements afin que leur éventuelle faillite ne puisse plus mettre en péril l'ensemble du système financier. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. JP Morgan, Citigroup, Bank of America ou encore Goldman Sachs, les actions des plus grandes banques du pays ont chuté de 4 à près de 7%. Quant aux économistes, leurs réactions ont été contrastées. Si le secrétaire du Trésor Timothy Geithner s'est montré réticent, Joseph Stiglitz, prix Nobel de l'économie, a salué un grand pas en avant. Et pourtant, ces annonces auront du mal à se réaliser. Les mesures doivent passer par le Congrès pour être entérinées. Cela risque d'être difficile pour Barack Obama qui a perdu, il y a 2 jours, la majorité qualifiée au Sénat. Et pour débattre de ce sujet, 2 invités face à face, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Olivier Ferrand, président du think tank de gauche, Terra Nova. Alors expliquez-nous tous les deux, Jean-Hervé Lorenzi, pour commencer, à quoi ça sert de limiter la taille des banques? Si vous voulez, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous avez une banque qui devient énorme, cette banque, vous ne pouvez jamais, quels que soient ses résultats, faire qu'elle soit sanctionnée si ses résultats sont mauvais. Et donc vous êtes dans ce que les économistes appellent, c'est des mots compliqués pour dire des choses très simples, un aléa moral. C'est-à-dire qu'elles savent que quoi qu'il arrive, quelle que soit leur position, quelle que soit leur stratégie, il n'y a pas de problème. Donc l'économie de marché, ça se divise pas en 2. Il n'y a pas une économie de marché spéciale pour le reste du monde qui risque de se trouver
en faillite, et puis le système bancaire qui, lui, est en dehors de ça. Donc sur ce plan-là, bien au-delà du discours de Barack Obama, il y avait un souci très très profond, qui d'ailleurs, souvenez-vous-en, lorsque M. Paulson, qui était secrétaire d'État au Trésor à l'époque de M. Bush, avait décidé qu'il y aurait la faillite de Lehman Brothers, il l'avait présenté sur ce registre-là. Donc c'est une mesure qui n'est ni démocrate, ni républicaine, ni de droite, ni de gauche, qui est simplement du bon sens. Il ne faut pas, dans une économie de marché, que des entreprises puissent se trouver en situation finalement d'imposer ou de tenir comme prisonniers les consommateurs et les citoyens. Ni de droite ni de gauche, alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est d'autant plus important que ce que dit Jean-Hervé Lorenzi, c'est qu'on est rentré dans une ère, enfin la crise économique a montré qu'on était rentré dans une nouvelle ère, qui est une ère de risque systémique. Et l'intervention des États pour soutenir les banques répondait à l'obligation de ne pas laisser tomber un certain nombre de banques parce qu'elles emportaient un risque systémique, c'est-à-dire qu'elles détruisaient l'ensemble du système, du système financier qui était si elles sont plus petites, en faillite. On peut les laisser tomber. Si elles sont plus petites, elles n'entraînent pas de risque systémique. On a dit aujourd'hui que pendant la crise que les banques étaient too big to fail, trop grosses pour échouer, pour qu'on les laisse tomber. Ce qu'on a créé depuis, avec la concentration bancaire qui est née de la crise, c'est pas too big to fail, c'est too big to be saved. Trop grosse pour être sauvée. On est au point où on a de tels géants économiques que demain, si une crise se reproduit, la plupart des États sont dans l'incapacité d'aller les sauver, d'autant plus que ces États sont aujourd'hui gravement endettés par la première secousse sismique qu'on a dû subir. Donc il y a ce problème de concentration, j'allais dire verticale, de géants économiques financiers. Il y a aussi un deuxième problème que traite le discours de Barack Obama, c'est la concentration horizontale, c'est-à-dire multiplier les métiers à forte connexité qui font prendre aussi des risques systémiques parce que la crise passe d'un métier à l'autre au sein d'une même structure. C'est pour ça que Barack Obama propose de séparer les métiers de choisir quoi, banque commerciale ou banque d'investissement. Exactement, ou d'empêcher les banques commerciales d'avoir des parts dans des hedge funds, d'empêcher les banques commerciales de se comporter comme des hedge funds avec le trading pour fonds propres qui sera interdit, donc le fait de pouvoir investir non pas pour ses clients mais pour soi-même, qui est le caractéristique de type hedge fund. Donc il évite aussi les concentrations horizontales. Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? Je pose la question à Jean-Hervé qui est mieux placé pour nous répondre. Il faut préciser juste avant de vous donner la parole qu'immédiatement il y a eu des conséquences évidemment sur les marchés boursiers. Wall Street bien sûr qui a chuté de 2%, mais aussi les bourses asiatiques et européennes. Ça ne plaît pas beaucoup aux marchés financiers. Est-ce qu'on peut l'appliquer en France et dans le monde entier? Écoutez, je trouve qu'il faut bien séparer les choses. D'abord, je ne suis pas sûr du tout que la réalité de ce qui va se passer correspond exactement à ce que Barack Obama a proposé, parce qu'il a quand même été très loin. Ça, c'est la partie. Deux, les péripéties sur les marchés. Ce sera en tout cas très compliqué. Deux, les péripéties sur les bourses, c'est les péripéties où vous nourrissez pas, je le regrette d'ailleurs, de pas retrouver Olivier uniquement parce que la bourse a monté de 2%, donc elle a baissé de 2%, le monde ne va pas s'effondrer à cause de ça. Le troisième sujet qui est beaucoup plus important, c'est que derrière ce discours, en fait, M. Obama, comme je pense l'immense majorité des dirigeants de ce monde, ont compris qu'il n'était pas possible de sortir des difficultés économiques d'aujourd'hui si le système bancaire ne retroussait pas ses manches pour aider réellement le dispositif à fonctionner. Or, on voit bien que les résultats des banques américaines, je mets vraiment, je ne sais pas de l'Europe et des États-Unis, les banques américaines, leurs résultats sont exceptionnels, mais c'est pas très compliqué. La Banque centrale leur fournit de l'argent à 0% et elles achètent des bons du Trésor américain à 3%. Même quelqu'un qui serait totalement analphabète arriverait à gagner de l'argent dans ces conditions-là. Et donc, elles gagnent de l'argent et elles ne aide pas ce que M. Obama a rappelé, l'économie américaine a redémarré. Donc, en réalité, le discours d'hier consiste à dire, messieurs les banquiers, il faut maintenant que vous y mettiez. Alors, voilà, c'est ça le fond du sujet. Si on veut s'en sortir, il faut que maintenant tout le monde s'y mette, que vous arrêtez de distribuer des bonus surréalistes et que vous mettiez à prêter de l'argent, c'est ce qui est votre métier. Alors, encore faut-il qu'ils en aient envie. Je voudrais vous montrer, pour terminer, le résultat d'une question qu'on a posée à nos téléspectateurs via notre partenaire, le nouvelobs.com. Faut-il limiter le pouvoir et la taille des banques comme aux États-Unis? Oui, à 93% répondent nos
nos téléspectateurs. Donc est-ce qu'on peut l'envisager en France? J'espère bien qu'on peut l'envisager en France, mais c'est vrai qu'il y a plus de réticence, j'allais dire idéologique en France. On a beaucoup dit que le gouvernement et Nicolas Sarkozy était très pragmatique. Par rapport à ce qui se fait ailleurs, non. La réaction est plutôt une réticence idéologique. Par exemple, on n'a pas nationalisé les banques. Les États-Unis, les Anglais l'ont fait, pas en France. On a monté une usine à gage pour pouvoir sauver les banques sans intervenir au capital des banques. De la même manière, on voit sur les taxations. Oui, pas en Europe, je parle de la France. De la même manière, la taxation, sur la taxation des hauts revenus, on est passé aux États-Unis et au Royaume-Uni à une tranche marginale supérieure à 50%. En France, on est toujours à 40% et on n'arrive pas à taxer les bonus des banques. Donc on est dans une plus grande réticence idéologique. C'est pas de l'idéologie libérale, je pense que c'est plutôt une idéologie, je sais pas comment l'appeler, de classe ou de privilège, ou de protection d'une partie de la population, et qu'on a, par exemple, sur le bouclier fiscal, refus, alors qu'on voit bien que voilà, il y a on est en situation un peu de crise budgétaire. Nous entraîne loin et ça mériterait beaucoup de discussions sur ces thèmes-là. Qu'on abordera une prochaine fois. Merci beaucoup à tous les deux. Juste une dernière information.